Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 10 avril 2026. Le revirement est spectaculaire et en dit long sur ce que sont devenues les relations entre le Mali et l'Algérie. Alors que Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, séjournait à Bamako, son homologue malien Abdoulaye Diop jette un pavé dans la mare et annonce que son pays, le Mali, ne reconnaît plus la République arabe sahraoui démocratique. Une décision qui fait grincer les dents à Alger. Mais comment comprendre cette décision du Mali qui, depuis 1980, reconnaît le Sahara occidental comme entité territoriale? Que se passe-t-il entre l'Algérie et le Mali et quelles sont les conséquences possibles de cette décision que le pouvoir marocain qualifie d'historique? 4 invités avec moi pour en parler. Mohamed Ag Amenou. Vous êtes journaliste, militant de l'opposition malienne à l'étranger. Vous dites condamner la position de votre pays, le Mali, une décision que vous jugez grave et dangereuse pour votre pays en raison des conséquences qu'elle peut entraîner. On en parle au cours de cette émission. En termes de responsabilité politique et de pragmatisme, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brahima Sidibé, vous êtes doctorant en analyse du discours politique. Vos analyses et vos positions rejoignent en général celles du pouvoir malien. Vous comprenez tout à fait la décision du pouvoir malien de rejoindre la position du Maroc par rapport au Sahara occidental. Mais on en parle au cours de cette émission. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Adaman Touré, vous appartenez vous aussi à une plateforme d'opposants maliens à l'étranger. Vous non plus, vous ne comprenez pas pourquoi votre pays, le Mali, s'éloigne de l'Algérie. Vous dites que la décision menace les intérêts vitaux du Mali. Mais dans quelle mesure cette décision menace-t-elle les intérêts vitaux du Mali? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Henri Nightback, vous êtes enseignant, mais aussi analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous apporter vos éclairages par rapport à cette problématique qui, visiblement, va bouleverser, ou bouleverse même déjà, la géopolitique régionale. Merci pour votre invitation. Commençons par vous. Mohamed Ag Amenou. Amedou, pardon. Donc, je l'ai dit, votre pays a annoncé le 10 avril dernier sa décision de ne plus reconnaître la République arabe sahraoui occidentale comme entité territoriale. Et vous vous dites, c'est scandaleux comme décision. Pourquoi? Bon, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et j'aimerais apporter une analyse claire et nuancée, sans pourtant me mettre en porte-à-faux ni avec les Marocains, ni avec les Algériens, ni avec les Sahraouis. Mais mon analyse est beaucoup plus basée sur la nuance. Donc, ceci étant dit, la décision du Mali de retirer à la République sahraoui sa reconnaissance, vu que ça date de plus de 40 ans, le Mali reconnaît 46 ans. Ça fait 46 ans exactement, reconnaît la souveraineté du Sahara occidental. Et rappelons que le Sahara occidental, quand même, c'est un pays quand même reconnu par plusieurs pays en Afrique et dans le monde aussi. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire impactant la relation entre le Mali et son voisin, l'Algérie. Et aussi, ça impacte aussi, je vais aborder ces points sur le plan aussi économique et sur le plan social. On viendra en détail sur les différents points que vous évoquez. Mais pour qu'on comprenne votre idée avant d'avancer, votre pays, le Mali, ne peut pas définir de façon autonome sa politique étrangère. Pourquoi ça doit se faire par rapport Vous savez, aux voisins la politique du Mali a toujours été une politique de non-alignement.
C'est-à-dire aujourd'hui, vu cette décision, des grandes icônes du Mali se retourneraient dans leur tombe. C'est-à-dire, je parlerai du premier président du Mali, Modibo Keïta, et de Barima Bokoum, parce que qui reconnaissent la décolonisation et les principes des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2797. Le plan marocain, c'est un plan où 4 pays sont appelés à discuter, c'est-à-dire le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie et l'Algérie. Donc, ça évoque le principe de l'autodétermination, et le principe de l'autodétermination, c'est aussi les droits des peuples. On reviendra en détail sur le Ce plan. n'est pas Mohamed Agamedou qui le dit. Sur le plan marocain par rapport au Sahara occidental, Henri Naïtbach, il est important que vous nous aidiez dans une approche historique à comprendre, à revenir sur la question du Sahara occidental. Alors, notamment en ce que ça crée comme friction et conviction entre votre pays, le Maroc, puisque vous êtes franco-marocain, et l'Algérie. Alors tout d'abord, si vous permettez, je vais apporter une définition aux mots-clés, aux concepts, notamment Sahara occidental, oui, parce que c'est une appellation des pays vainqueurs, que sont les pays coloniaux. Le Maroc, avant le protectorat, était considéré comme un empire chérifien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la veille de la colonisation ou à la veille de l'effondrement de l'Empire ottoman, il y avait 2 puissances musulmanes qui se partageaient ce qu'on appelle le califat, le commandeur des croyants. Vous avez d'un côté les Ottomans et d'un côté l'Empire chérifien. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que la tradition veut que les zones géographiques qui font partie de l'Empire chérifien font allégeance au roi. Font allégeance au commandeur des croyants. Le roi, c'est venu après. Après, d'accord. C'est une appellation, je dirais, chez les musulmans, donc faire la bay'a, faire l'allégeance, c'est reconnaître le pouvoir spirituel du commandeur des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les populations qui étaient soumises donc, à cette allégeance de l'empire chérifien faisaient la prière du vendredi au nom du sultan. C'est ce qui, en droit, fait reconnaître la territorialité ancestrale du Maroc. Alors, on évoque le Sahara occidental. Oui. C'est quoi le Sahara occidental? Le Sahara occidental, c'est le dépeçage du Maroc en 1912 par le traité de Fès, qui a permis à la France d'avoir le centre du Maroc, à l'Espagne le nord et le sud. Mais ces populations ont été retirées à l'empire chérifien. Et le sultan de l'époque... Il n'était plus sous protectorat marocain. Sous protectorat marocain. Ces populations, sous influence marocaine. Ils étaient plus sous influence marocaine parce que le protectorat a disséqué... Donc, 1912. Ces entités. Mais historiquement, il n'y a jamais eu d'État du Sahara occidental. L'appellation même est une invention du monde occidental. Comme vous le savez, dans toutes les possessions coloniales, on a substitué les appellations françaises aux appellations autochtones. Donc pour le Maroc, vrai, Afrique occidentale, Afrique... Donc pour le Maroc, les populations qui vivent dans ce territoire sont des populations marocaines. D'où est venu l'antagonisme entre le Maroc et l'Algérie finalement, avec notamment le Front Polisario? Vous posez une question importante. Au lendemain de l'indépendance, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc était indépendant en 1956, avait été sollicité par la France pour essayer de négocier le tracé des frontières. Pourquoi? Parce que lors du protectorat français au Maroc et lors de la colonisation française, il était de notoriété publique que la France a octroyé à son territoire colonisé des immenses territoires qui étaient sous la férule de l'Empire chérifien. C'était l'appellation du Maroc moderne, plus tard. Mais c'était l'Empire chérifien. Donc, le sultan de l'époque, Mohamed V, ne voulait pas négocier avec la France, qui l'ont sollicité pour négocier le tracé des frontières. Qu'a répondu Mohamed V? Il a dit « Je préfère négocier avec mes frères algériens lorsqu'ils seront indépendants. » Et qu'est-ce qu'il avait comme interlocuteur à l'époque? Il avait Ferhat Abbas, qui était le président du
ou le secrétaire du gouvernement provisoire algérien. Et ils ont convenu, d'une manière tacite, que le tracé des frontières se négociera après. Or, comme vous le savez, c'est pas ce qui s'est passé, puisque Ben Bella a pris le pouvoir en 63, Oui. et il a jeté aux orties, si vous voulez, ce pacte entre l'Algérie et le Maroc. Que s'est-il passé pour la monarchie à l'époque ? En 1963, contrairement à l'idée reçue, c'est le Maroc qui a demandé à l'ONU d'inscrire, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, la décolonisation des anciennes possessions marocaines. C'est pas le Polisario, il n'y avait pas de problème de Polisario. Le Polisario est venu bien plus tard, en 1973. C'est bien plus tard que le Polisario s'est manifesté, enfin, les populations ont créé ce mouvement indépendantiste en 1973. Mais si vous permettez, pourquoi en 1963, le Maroc, qui avait la possibilité, avec son armée de libération nationale, n'est pas allé, de conquérir, conquérir le Sahara occidental. C'était pas possible pour la monarchie à l'époque. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de l'armée marocaine était sous la férule de Nasser, était très influencé par Nasser. Nasser, le président égyptien, qui était hostile à la monarchie, d'une part, et d'autre part, vous avez tous les gauchistes marxistes-léninistes marocains qui étaient hostiles à la monarchie. Et à l'époque, Hassan II avait le souci d'installer son pouvoir d'une manière durable après la décolonisation. Voilà pourquoi ça a tardé. Donc je relativise. Hein. Ça veut dire, Naït, Henri Naït Balk, que quand on analyse cette problématique dans une approche historique, au fond, historiquement, c'est un territoire qui, légitimement, doit rester sous l'influence marocaine. Oui, mais on a des arguments. Des arguments juridiques. Mais les Algériens, d'accord, vous avez des arguments. Non, mais c'est des arguments. D'accord. Parce que les seuls États qui, à l'époque, reconnaissaient le pouvoir chérifien, c'est ceux qui faisaient la première du On reviendra sur certains de ces arguments au cours de cette émission pour mieux comprendre. Effectivement, on voit maintenant dans une approche historique que, du moins, comment ce territoire est devenu est tombé sous l'escarcelle du Maroc Adaman. Parce que je voulais vous parler de l'autodétermination, du concept d'autodétermination, mais on y reviendra. On y reviendra plus tard. C'est vrai que la question, c'est une question sensible. On fait comme ça, on en parle comme ça, mais c'est une question très, très, très sensible. On se souvient que dans les années 80, si ma mémoire est bonne, l'OU avait osé reconnaître le Sahara occidental comme étant... Le Maroc s'est retiré de cette organisation continentale pour protester. C'est-à-dire que c'est une question réellement sensible. Je crois que c'était sous le secrétaire général togolais Edem Kodjo, mais ça, c'est une petite parenthèse. Vous dites, il faut continuer à reconnaître, comme vous le faites depuis 1980, le Sahara occidental comme entité territoriale et non rompre avec cette tradition diplomatique et politique. Nous qui j'ai dit que vous appartenez à une plateforme de l'opposition malienne puisque vous avez pondu un communiqué. Pondu, c'est péjoratif, Richard. Vous avez rendu officiel. Bien mieux que ça. Vous faites attention aux mots, mais vous-même, dans votre communiqué, vous ne faites pas aussi attention que ça aux mots que vous utilisez, mais on pourra en parler après. Vous publiez, vous rendez public un communiqué très acerbe contre le pouvoir malien. Vous dites, je vous cite, une junte malienne aux abois, illégale et illégitime. Donc, le gouvernement de la transition civile du Mali condamne la reconnaissance par la junte malienne de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental le 10 avril 2026 à Bamako. Une junte malienne aux abois, illégale et illégitime, régime de trahison militaire en rébellion contre la Constitution, vend au plus offrant la voix du Mali. Mais vous ne vous arrêtez même pas là. Puisque vous semblez reprocher aux gens les mots qu'on utilise. Absolument. Cette reconnaissance menace les intérêts vitaux du Mali. Elle ouvre notamment la voie à une résolution de la revendication par le Maroc de sa souveraineté sur le nord du Mali, protestant notamment de son invasion et de sa conquête du dernier grand empire malien, l'empire Songhai. Merci. Merci quoi? Vous avez tout dit. Vous voyez pourquoi je fais ce trajet de Genève à Paris? Parce que c'est très important ces sujets. C'est très important, c'est nous là, nous gouvernement en exil.
nous, gouvernement honorable du Moi, Mali. je ne parle pas de gouvernement en exil, parlant de vous, je parle de plateforme. Vous avez créé pour moi une plateforme d'opposants maliens. Je vous considère comme tel. Pour moi, il n'y a pas un représentant d'un quelconque gouvernement autour de cette table, monsieur. Merci. Et pourtant, c'est bien le communiqué du gouvernement que vous venez de lire. Mais bon, passons. Non, pas du gouvernement, oui. C'est du gouvernement. Oui. C'est signé par le Moi, ministre. je vous pose la question à titre personnel, en tant que Malien, puisque vous avez contribué à Voilà. rédiger Je trouve que ce c'est... invitez-nous, assumez de nous inviter comme nous sommes. Nous sommes des opposants maliens pour un moi. gouvernement, ça fait partie de la politique du Mais Mali. je ne vous reconnais pas comme Le gouvernement, votre reconnaissance personnelle, c'est pas grave. D'accord. C'est un fait, ça existe. Oui. Il y a un gouvernement du Mali, c'est dans l'histoire du Mali D'accord. que c'est la première fois qu'il y a un gouvernement de notre Parlons pays du fond. qui s'est formé à Mais- l'étranger et d'accord. qui s'exprime aussi Parlons sur du fond. C'est un gouvernement autoproclamé alors. Oui, c'est ça. Ce n'est- La gente aussi, Au- c'est un au même gouvernement titre Non, que mais la pour GEN. vous êtes autoproclamé gouvernement. Ouais. On est élu par un parlement. Un parlement et, De la diaspora, un parlement du quand- pays. un parlement quand- constitué quand- de délégués quand- des différents partis Quand politiques. il y a une assemblée du Mali. générale des Nations Unies, qui invite-t-on à la tribune des Nations Unies? J'y arrive. J'y arrive. On Ah, n'invite vous- pas quand même. vous avez- Assimi- vous avez- Assimi Goïta n'est pas invité quand même. Vous auriez pu répondre directement, puisque à la dernière Assemblée générale des Nations Unies, j'ai bien vu que les autorités maliennes étaient représentées et Oui. avaient pris le pouvoir. Parlons du fond, de la Oui. question du Sahara occidental. C'est important parce que notre gouvernement prend position là-dessus parce que c'est une question vitale pour notre pays. Et je crois que le communiqué illustre parfaitement ce point de vue. Le Mali a eu, dans sa diplomatie, 3 principes majeurs. Le premier principe est que nous privilégions nos relations avec nos 7 voisins. Le Mali est un pays enclavé, mais aussi un carrefour culturel. Il y a beaucoup de communautés ethniques qui sont à cheval entre le Mali et ses pays voisins. C'est vrai, comme il y en a dans toutes les régions du continent, hein. Voilà, encore plus le Mali, je Sans dirais. doute. Parce que c'est le cas des Touaregs, c'est le cas des Sonrei, qui sont au Niger, Mali, Burkina, c'est le cas des Peuls, n'en parlons pas des Dogons, des Mandingues, etc. Donc, nous sommes un peu de tous nos voisins. Et donc, c'est en cela que la diplomatie malienne a eu comme doctrine de privilégier les rapports avec, donc, une primauté de nos rapports avec nos 7 voisins. Et malheureusement, le Maroc, c'est un pays honorable, mais le Maroc n'est pas un de nos 7 voisins. C'est l'Algérie qui est un de nos 7 C'est voisins. pas un pays frontalier avec le Mali. Ce n'est pas un pays frontalier, justement. Donc, je parle des pays voisins au sens des pays frontaliers. De la Et donc- proximité géographique. Absolument. Donc, nous privilégions nos rapports avec nos 7 voisins. Il faut que ces rapports soient primordiaux. Et ici, cette décision de la junte de Bamako viole ces principes déjà, puisqu'elle fait prévaloir nos rapports avec le royaume chérifien sur nos rapports avec la mastodonte voisine du Mali, qu'est l'Algérie. Adamand, comme on n'a pas assez de Et temps temps, dans cette je émission, reviens sur ce principe. je vais juste vous demander. Oui. Il y a de la pertinence dans ce que vous dites. Je vous jure que je le comprends ainsi. Il y a de la pertinence dans ce que vous dites. Mais ce n'est pas parce qu'on est voisin, on est géographiquement proche, que je n'ai pas le droit d'engager ma propre diplomatie, mes propres sûr. positionnements géopolitiques. J'arrive. La diplomatie, elle est là pour privilégier d'abord nos rapports vitaux. Nos rapports vitaux, c'est ceux avec nos 7 voisins. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'attachement au droit international. Oui. Il y a eu une décision de justice de la Cour internationale de la Cour de justice internationale qui a débouté le Maroc quant à sa revendication, quant à la revendication de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Et jusqu'à preuve du contraire, cette décision de justice reste en vigueur. Et donc, nous ne pouvons pas, D'accord. en conséquence, reconnaître. Le troisième principe, c'est le principe de l'autodétermination des peuples. Le Mali y est attaché parce que c'est au nom de ce principe que le Mali lui-même a accédé à la souveraineté. Le plan marocain ne dit pas le contraire. Hein. J'y arrive. Ok. Bien sûr, le plan marocain dit le contraire dans la Non. mesure où, bien sûr, dans la mesure où les plans marocains partent du principe que le Sahara occidental est sous souveraineté marocaine et que
ces territoires peuvent bénéficier d'une autonomie. Et donc ça viole déjà le principe de la souveraineté d'origine de ces D'accord, territoires. c'est très clair. Et ensuite, il y a un point important. Allez-y très rapidement, puisqu'on va un point marquer une important. pause très rapidement. Et le Sahara occidental, pour le Mali, pour le Maroc assume une position d'autonomie, une Dans un de revendication, ces territoires. une concession d'autonomie. Et c'est contradictoire que le Mali est plongé en guerre civile depuis 60 ans parce que Le Mali les a régimes- civil de 60 ans. Mais bien sûr, des régimes successifs, bien sûr, depuis 60 ans, Totalement faux. on a des guerres civiles avec C'est les totalement faux. revendications. Totalement Non, faux. rien que pour demander, Oui. rien que parce que l'État du Mali, avec les gouvernements successifs, n'ont pas été foutus de concéder la moindre autonomie aux 20 États coutumiers D'accord, du Mali. très bien. OK. Très rapidement, votre avis sur la question, c'est lequel? Très rapidement. Non, pas très rapidement, je vais prendre mon temps parce Bon, que je vais quand même écouter. alors, dans ce J'étais cas, assez poli, j'étais assez poli. permettez que je marque une coup de pause, on se retourne dans quelques instants. Et vous aurez la parole. s'il C'est vous vous, plaît, on commencera s'il vous par plaît, s'il vous plaît. On marque une coup de pause, on se retourne dans quelques instants et vous aurez bien entendu la parole pour nous donner votre avis. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.